Bienvenue dans Révèle-toi, le podcast qui t'inspire et te donne des clés pour oser vivre la vie qui te ressemble. Aujourd'hui, j'ai un immense plaisir à accueillir Céline Ripoll. Bienvenue Céline. Bonjour, merci. Avec Céline, on s'est rencontrés il y a un peu plus de 20 ans. Voilà, on a fait une école de clown ensemble et j'ai un magnifique souvenir de son rire et de son énergie. Et son parcours de vie sur ces 20 ans m'a inspirée et continue à m'inspirer et c'est pour ça que j'avais envie de t'inviter. Est-ce que tu veux te présenter en quelques mots pour les gens qui ne te connaissent pas ou pas? Oui, bien sûr. Donc, je travaille sur les légendes du Pacifique depuis 20 ans, depuis justement cette sortie de cette école où nous étions toutes les deux, cette école de clown et cirque. Et je suis devenue en 20 ans spécialiste du monde océanien au niveau des légendes, où j'ai été collectée pendant des années. J'ai vécu pendant plus de 10 ans sur l'île de Pâques. Et ma formation scolaire, c'est d'être designer en céramique et en verre. Ah. Et si je remonte plus avant, eh bien, je suis née à Berlin en 1977. Voilà un petit peu, maintenant je suis de retour en France, mais voilà très vite. Et moi, je suis à Berlin, je t'interviewe depuis Berlin. Et c'est justement, on en parlera un peu plus peut-être tout à l'heure, mais né le 8 mars 1977, aussi une raison pour laquelle on se retrouve aujourd'hui, ce nouveau Exactement. spectacle que tu montes. Et, j'aime du coup dans ce podcast parler aussi de comment on trouve notre place pour s'affirmer. Et enfin moi, je te trouve très inspirante. Tu as écrit, je crois, 13 livres ou peut-être plus de 13 livres. Tu as été vivre dans Presque une île, 20. 20 livres, waouh, tu vois? Aller vivre 10 ans à l'île de Pâques et puis voilà, conter des histoires au Quai Branly, enfin, c'est quand même génial. Exact. En fait, j'ai cherché, mais attention, hein, c'était absolument, pas conscient, ni calculé. J'ai cherché à l'extérieur, une place. Mmh. Et je me suis d'ailleurs toujours mise, dans des situations, complexes, mais qui en fait reflètent, mmh, cette complexité intérieure. Mais tout ça, je le comprends depuis, je suis sur ce travail-là depuis maintenant 4 ans, c'est-à-dire depuis que je me suis séparée du père de mes filles, donc qui est sur l'île de Pâques, qui est originaire de ce peuple-là et avec qui je vais vivre une vie. Je vais vivre pendant 13 ans avec cet homme qui est une vie, assez violente, et on va arriver, donc je vais utiliser un terme de théâtre, c'est-à-dire on va arriver au climax de notre relation avec, une tentative d'assassinat. Et bon, bah, il me fallait ça. Il me fallait ça pour que tout d'un coup, paf! Mais comment j'ai pu en arriver là? Et en faisant, donc bien sûr, je vais me retrouver devant une psychothérapeute, et c'est la première fois de ma vie que je fais ça, et Il j'ai y a 4 ans, quelqu'un. c'est ça? Mmh? C'était il y a 4 ans, Juste excuse-moi, c'était c'est en la pre 2020. où tu as été voir une psychothérapeute pour la première fois de ta vie, c'était il y a 4 ans? Voilà, oui. OK. Mmh. Je démarre, parce que si tu veux, après cet événement, donc c'est la nuit du 31 décembre au 1er janvier 2020, où il y a cet énervement, incontrôlable, bien sûr, hein, bien sûr, il n'arrive jamais à se contrôler, hein, on est d'accord? Heu et si tu veux, je vais quand même, aidée par des amis, soutenue par des amis, aller porter plainte. Et le fait d'aller porter plainte va déclencher, donc je suis au Chili, c'est-à-dire je suis sur l'île de Pâques, j'habite à l'île de Pâques à cette époque-là, et donc il y a, le système judiciaire qui se met en place. Même si je repars de chez les carabineros avec le sentiment d'être coupable, d'ailleurs même il me le dit: «Mais vous le provoquez madame, et puis en plus si vous l'avez mordu, s'il a une marque, c'est vous que je dois mettre en prison». OK, et donc je m'excuse presque, mais j'ai quand même porté plainte.
Et ça déclenche le fait que j'ai droit à un rendez-vous à la Maison des femmes. Et j'y vais, donc c'est presque 2 mois après, hein. Bon, ça c'est pour la réalité des faits, c'est presque 2 mois après, donc j'arrive à la Maison des femmes et quand je commence à parler avec cette dame, elle me dit: «Bon, ben très bien», alors on fait de l'administratif, elle me dit: «Bon, ben très bien, donne-moi la date, ta date de naissance». Et c'est là que je lui dis: «Beh, je suis née le 8 mars 1977». Et là, elle me dit: «C'est pas possible». Bah, je dis: «Bah, si, pourquoi?» Puis il faut bien imaginer, tu vois? Je veux dire, tu es écrasée, je dis: pourquoi? Il y a pas de 8 mars 77 au Chili?» Et elle me dit: «Mais si! Mais c'est exactement la date, le jour et l'année 77 où l'ONU va déclarer officiellement cette date-là pour la journée internationale de la lutte pour les droits des femmes». Et moi, je lui dis, donc en espagnol, je lui dis: «Eh bien, c'est le jour où j'ai poussé mon premier cri». Et elle va me regarder, elle va me dire: «Oui, le premier, mais pas le dernier». Et cette phrase va tout d'un coup me percuter et je me dis: «Mais quelle est ma vie? Quel est mon chemin qui m'a emmenée face à cet homme qui avait 2 pierres et qui voulait me les écraser sur le visage? Quel a été mon parcours de vie?» Et donc je commence, cette psychothérapie. Alors c'est un flash, hein, ces phrases-là sont des flashs qui arrivent et on rentre après dans le dur de la psychothérapie, ma vie avec lui et après comment ça faisait écho à mon enfance et cetera et c'est des morceaux et puis là-dessus, vont s'enchaîner des tas de choses, je vais faire du reiki, je vais avoir beaucoup de séances d'acupuncture, des choses qui vont reprogrammer le corps et je vais chercher l'écho de cette vie-là dans les histoires que je raconte, puisque je raconte des histoires, je raconte beaucoup d'histoires de guerriers et je me plais dans ces danses guerrières, et cetera. Mais elles viennent nommer quoi en moi? Que viennent nommer ces histoires de l'extérieur dans mon intérieur? Elles répondent à quelles questions? Et donc tout ce travail introspectif va m'emmener sur ce chemin. Je vais faire une première constellation familiale où on va mettre dans l'espace une situation de ma vie par rapport à ma mère et puis je vais comprendre qu'en fait, le monde extérieur est un écho de mon système intérieur. Alors là, c'est la révélation quand même, la révélation ici. Et donc je vais mener l'enquête et je mène l'enquête. Je vais rester en plus, on est pendant la pandémie, donc on ne peut pas sortir de l'île de Pâques, donc je vais rester enfermée sur cette île pendant 2 ans et demi. Je n'en sortirai qu'en août 2022 avec mes 2 filles et je «redémarre» entre guillemets une vie, à partir de septembre 22 en France, où là je me dis: «Mais c'est bon, je suis sortie de l'île, tout va bien, c'est soigné». Je remonte sur scène et je me rends compte que je ne peux plus raconter ce que je racontais Waouh. avant. Je n'ai plus envie. J'appelle une copine, je lui dis: «Non, j'arrête. J'arrête, je veux prendre un boulot, n'importe quoi, mais j'arrête, je ne peux plus» parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas cohérent entre ce que je raconte et ce que je sens. J'ai autre chose à raconter. Et le soir oui, c'est ça, le soir où je prends enfin l'après-midi où je prends cette décision, le directeur du festival où je joue me dit: «Ah, je viens ce soir, on va aller voir le spectacle de clôture. C'est un conteur» et je dis: «Ah non, moi les conteurs, ça» je lui dis: «Ça me gonfle, quoi». Je te vois venir, je te vois venir. «Ah mais je t'assure, c'est le meilleur conteur, il a monté un lieu en France qu'on appelle le Nombril du Monde». Le Nombril du Monde, il faut savoir que c'est le nom traduit de l'île de Pâques. Ah, oh. Ah, il se dit: «Oh, moi, tu vois, les mecs du Nombril du Monde, j'en ai jusque là, quoi». Il me dit: «Non, non, je t'assure». Bon, j'y vais et je vois ce mec monter sur scène, donc il a 20 ans de plus que moi. Il arrive en traînant une chaise et tout ça et il fait un spectacle où il interroge la parole du conteur et le monde actuel.
qu'est-ce qu'on vient faire ici à raconter des histoires? À quoi faut-il encore raconter des histoires? À quoi ça sert? Et tout d'un coup, il raconte une version de Barbe Bleue. Et dans cette version de Barbe Bleue, la femme, quand elle découvre donc machin, et qu'il va revenir et qu'il est là et qu'il va la tuer, elle descend dans la cave et la petite pièce, c'est pas la petite pièce où il y a les femmes pendues, qui est une version qu'on connaît tous, c'est une pièce où il y a 4 tombes de ses 4 épouses antérieures et chacune se lève de la tombe et elles lui disent toutes: «Il faut que tu partes». Et elle dit: «Mais comment je vais partir?» Et la première lui: «Comment je vais partir? Parce que je suis dans ce château, dans la». Et la première va dire: «Je peux pas partir parce qu'il y a le chien qui garde la porte». Et la première va dire: «Prends le poison qui m'a tuée, empoisonne le chien». «D'accord, mais après il faut descendre de la tour». Et la deuxième va dire: «Prends la corde qui m'a pendue et descends». «Oui, d'accord, mais c'est la nuit, j'y vois rien». «Prends le feu qui m'a brûlée et pars». «D'accord, mais» et elle est enceinte cette femme, «Comment je vais faire pour marcher?» «Prends le bâton qui m'a frappée et appuie-toi dessus et va-t'en». Et quand il raconte ça, moi, ça vient me faire un flash, c'est-à-dire, prends tout ce qui a été tes épreuves, mais tout ce qui a été aussi les épreuves des autres femmes, de leurs témoignages, utilise et casse-toi, avance, reconstruis-toi. Et ça vient me prendre là comme ça. Donc je pleure, je pleure, je pleure, puis après il raconte des trucs, donc je rigole et je vais le voir à la fin, je dis: «Waouh monsieur!» Moi je le connais pas, hein. Je dis: «Waouh, vous avez soufflé la poussière sur la cheminée des compteurs». Il me dit: «Oh, les compteurs, ça me gonfle». C'est drôle, j'ai dit la même chose hier. Et il me dit: «Tu fais quoi?» Je dis: «Ben moi je raconte des histoires mais j'arrête parce que c'est nul, j'ai autre chose à dire». Et je lui raconte mon histoire et il me dit: «C'est ça qu'il faut que tu racontes». Je dis: «Mais je sais pas faire». Et donc on démarre cet accompagnement et donc depuis 2 ans, je prépare un spectacle sur effectivement la compréhension, que j'ai, la lecture que j'ai de ma vie et des systèmes qui se sont mis en place, qui se sont répétés, qui se sont mis en écho, autant les choses positives que les choses négatives. Les cailloux qui sont arrivés sur mon chemin et qui sont des cailloux, bah, c'est comme une équation en maths, il faut la résoudre et tant que tu ne l'as pas résolue, elle revient. Et comment pour la résoudre, il faut utiliser des micro-choses. Une phrase qu'un jour tu as entendue, une expérience que tu as eue. Moi, je suis designer, j'ai travaillé la terre. Comment il existe des terres quand on travaille la porcelaine, par exemple? Comment il existe une terre de mémoire? La porcelaine est une terre de mémoire. Et comment je fais des échos, on va dire comme des signes ou des motifs de vie, heu, qui viennent donner du sens au fracas que j'ai vécu et au fracas qui est surtout là devant moi et qu'il faut que j'arrive à résoudre pour pouvoir passer et avancer le chemin. Ouais, et du coup, et tu dis, là, la création que du coup vous faites, c'est né le 8 mars 1977 Oui, et tu as écrit cette phrase qui m'a beaucoup, fait écho, que j'ai notée: «Renommer les monstres qui vous sautent à la figure comme des chiens enragés, voir, sentir à nouveau le souffle glacé de la mort dans votre nuque, dire encore et encore, dire, couper, refaire, là oui, presque, coupe encore, ça». J'imagine que c'est ton travail du coup, avec, Yannick Jolin et j'avais cette question: comment tu fais pour aller visiter ces monstres et puis, pour en revenir? Pour pas rester, planté là-dedans? c'est très dur. C'est très dur, faut pas se le cacher, faut être sacrément accroché. Heu je dirais presque, le chemin est devenu, presque un ascenseur maintenant, hein. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Ça remonte, c'est ça, ça remonte. Oui, je descends, mais ça remonte et ça descend. Bon là, le travail que j'ai fait dernièrement avec lui, ouais, je suis redescendue assez profond, mais c'est toute la question du trauma.
Et ça, Boris Cyrulnik en parle beaucoup. Le trauma, c'est la présence du passé dans le présent. Oui. Et ça te ressaute à la figure comme si c'était présent. Mais regarde la réalité. La réalité, avec Yannick, je suis sur un tabouret, dans une salle, en train de travailler. Il faut, moi c'est comme ça que je le vis. Ça devient une matière. Aujourd'hui, cet homme, il est sur l'île de Pâques. Aujourd'hui, mon père, parce qu'il y a tout un travail avec mon père, bien sûr, en écho, mon père est décédé. Il y a un danger autour de moi? Non, il n'y a pas de danger autour de moi. On est dans le trauma. Ok. Et Boris Cyrulnik il le dit très bien, il faut donner, il dit comme ça, il faut donner du sens au fracas. Et c'est ça, donner du sens. Alors j'ai l'habitude, entre guillemets, de donner du sens parce que pendant 20 ans, j'ai raconté, même plus de 20 ans, ça fait plus de 20 ans que je raconte des histoires. Et les histoires, c'est ça. Chaque chose qui arrive dans une histoire donne du sens à l'histoire. S'il y a un animal qui apparaît dans l'histoire, s'il y a une chanson, si on dit que le ciel est de telle couleur, ça veut dire que ça va donner du sens. Eh bien, il faut revisiter son histoire personnelle comme une légende et comprendre le sens. En tous les cas, le donner. Moi, c'est ce qui me sauve. Et le principal, c'est se sauver. On s'en fiche, même si c'est farfelu. Le principal, c'est se sauver. Après, on y croit, on n'y croit pas. On croit que c'est farfelu. On dit c'est New Age, c'est machin, c'est tout ça. Je veux dire, quand tu mènes une constellation, puisque je me suis aussi formée au transgénérationnel hein, depuis que je suis arrivée en France et donc aux constellations familiales, comprendre comment on fait. On vient convoquer, paf, une histoire. Combien on va la reconvoquer pour revivre les énergies qui s'étaient mises en place entre les uns et les autres, pour dire, ah, tu vois, il est là le nœud. Mais parce qu'avec le temps, on l'a tellement intégré, ce nœud, qu'on n'a pas vu qu'il était là, eh bien, une fois qu'il est mis en extérieur, en évidence devant toi, ça peut passer par un dessin, ça peut passer par des tas de choses. Moi, je le fais dans la mise en scène, dans l'espace, eh bien, tout d'un coup, ça devient extérieur et ça sort et on peut le travailler comme une matière, c'est-à-dire on peut travailler comme la terre, comme quand je Ouais, c'est travaillais. ce qu'on fait, en art-thérapie. On pose sur le dessin, on l'a à l'extérieur et puis du coup, ce qu'on parlait aussi on a vraiment la matière qu'on peut travailler et Ouais. qu'on peut reconstruire à l'image qu'on aimerait lui donner aussi, parce qu'on peut aussi se faire enfin voilà, s'autoriser à changer aussi et s'autoriser à voir les choses différemment. Eh bien, c'est exactement ce que tu dis. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a compris, alors dans le texte, et alors voilà pourquoi aussi, pour moi, il est important de venir le 8 mars 25 à Berlin, puisque Oui, je suis née à Berlin. peut-être oui, explique que tu es née à Berlin et du coup, tu vas jouer le 8 mars, de 2025, mais ton spectacle né le 8 mars 1977 pour la première à Berlin. C'est ça, c'est ça. C'est-à-dire que je suis née le 8 mars 1977 à Berlin d'un père donc, qui était dans l'armée, qui était espion pour l'armée française, et puis et ma mère, bien sûr. Et puis, on va rester quelque temps sur Berlin, puis ensuite, on va partir sur Landau, puis partir sur la France. Bon, je n'ai jamais remis les pieds à Berlin. Je suis passée une fois vite fait par la frontière, mais je n'ai jamais remis les pieds en Allemagne. Et quand il y a un an, on était là avec Yannick, on discutait au téléphone. D'ailleurs, on était dans cette pièce-là, on était dans cette même pièce. Enfin, moi, j'étais là au téléphone avec lui. Et je dis, ouais, ça n'a pas de sens. Où est-ce que je peux jouer cette première? Et tout d'un coup, je dis, bah, ce qui ferait sens, c'est de la jouer à Berlin. Comme ça, c'est comme si, tu vois, à 23h55, on va voir si tout d'un coup, tu vois, il y a un truc qui se réaligne, une énergie qui se réaligne 48 ans plus tard. Et j'ai lancé cette chose-là, j'ai contacté des équipes aussi grâce à toi, où je t'avais demandé des équipes de théâtre en français sur Berlin, et c'est comme ça que j'ai trouvé l'équipe de la ménagerie. Et puis il y avait l'Institut français, mais là, l'Institut français ne pourra pas aider puisqu'on n'est pas dans les bons timings de dépôt de dossier. Donc peu importe, on va tout faire, je vais tout faire de ma poche, mais surtout avec l'appui de ce groupe-là et symboliquement revenir sur les lieux où tout a commencé
et voir que ce trauma, puisque moi, ma naissance, elle est quand même assez traumatique, hein, puisque je suis née, je suis morte. Ouais, tu le racontes du coup dans ton spectacle. Ça commence là, ça commence là. Je veux dire, ça commence bien, hein, c'est costaud. Alors, je suis morte. Ma mère n'arrive pas à me le confirmer, mais en tous les cas, je vais être réanimée. Donc bon, disons que je me suis approchée très proche du portail blanc qui s'ouvre. Et, et donc, revenir à la même date, dans le même lieu, 48 ans après, mais ce n'est pas la même histoire. C'est Ouais, encore une naissance, c'est une renaissance, c'est-à-dire mettre de la distance avec ce trauma et puis se réunifier. Alors en plus, c'est un mot très très beau pour Berlin, se réunifier. C'est un terme que j'utilise aussi dans le spectacle, c'est-à-dire comment à un moment on a été complètement écartelé, comme cette ville a été écartelée, et bien comment on arrive à être à nouveau dans un ensemble, c'est-à-dire comment moi je vais récupérer ma petite Céline de ce 8 mars 77, comment je vais aller me réunifier avec celle-là pour ne faire que un, être retrouver, être moi-même entre guillemets. C'est pour ça que je prends aussi cette image dans le spectacle de La Belle au bois dormant, où on croit toujours que c'est extérieur, qu'il faut un prince extérieur, mais en fait c'est pas ça. C'est-à-dire qu'on a une partie de nous traumatisée, donc c'est cette femme endormie, ce féminin endormi, et comment notre autre partie qui est allée dans ces luttes, qui a fait ce chemin, qui est ce côté plus masculin, à un moment, vient consoler pour permettre de réunifier avec ce féminin intérieur. Et donc, je suis devenue, avec tout mon parcours, mon prince à moi, enfin mon héros, mon guerrier. Et donc, le 8 mars 77, j'irai me rechercher, mais vraiment physiquement, quoi. Oui. C'est ça, c'est qui est Ah, passionnant. c'est passionnant, c'est beau et c'est ce que tu partages. Et ouais, enfin, il y a beaucoup de choses. Enfin, quand on est enfant, on peut pas forcément toujours décider. On n'a pas toutes les décisions et toutes les réactions possibles qu'on apprend à avoir aussi au fil de la vie. Et puis, ben, la vie nous emmène des cadeaux mal emballés, comme on dit parfois, qui voilà, où faut faire avec. Et comment en se réappropriant, bah, sa féminité, son côté masculin et puis en prenant de la distance, et de la compréhension, en allant comme tu disais qu'en plongeant, en allant chercher les pépites d'or, en fait, dans le noir, en fait, ramener ce qui est la valeur de ce qu'on a vécu ben, du coup, maintenant en tant qu'adulte, pouvoir dire: «OK, je renais aujourd'hui et puis ma vie, à partir de maintenant, elle sera différente parce que, ben, j'ai appris beaucoup» et puis avec ce que tu parlais aussi, dans Barbe Bleue avec tous les le bâton, avec tous les choses dures, tous les cadeaux mal emballés, tout ce que j'ai appris autour de moi, comment je peux m'en servir pour construire quelque chose de Ouais, différent, en tout cas avec, puis aussi en pouvant s'autoriser, c'est-à-dire tu peux choisir ce que maintenant tu as envie aussi. Mmh. effectivement, je pense qu'il y a plusieurs choses. Par exemple, je sais très bien hein, que ça risque peut-être de choquer certaines personnes qui n'ont pas encore fait tout le travail, mais qui vont pouvoir entendre. C'est-à-dire que vers la fin, je vais le dire, mais j'ai eu une chance extraordinaire. Et les gens, certains vont dire: «Attends, une chance, de nana, j'en ai du costaud, hein, je ne vais pas tout dévoiler là, mais il y a vraiment du costaud». Eh bien, c'est ma manière à moi, en tous les cas, comme dit Boris Cyrulnik, de donner du sens à mes fracas, c'est-à-dire à tirer leçon, mais c'est pas une leçon, morale, hein, c'est-à-dire à trouver les outils et à savoir les utiliser. Tu sais, quand tu Voilà. as dit leçon, j'ai entendu leçon, Ah le oui, c'est bruit de vrai. son. Et ces outils-là, ils sont bien sûr, ils sont pour moi pour me permettre d'être debout et puis pour me permettre aussi de donner aux autres, comme ces femmes mortes vont donner aux autres, puisque moi, c'est ma partie de femme morte, qui fait que je vais avoir une autre partie, survivante, mais pas d'être super vivante dans mon énergie, dans tout ça, qui va permettre à un moment aussi de donner aux autres de l'énergie pour qu'elles s'en sortent.
Mais dans quel but? Ben, j'ai 2 filles et il est là mon but. Et si j'avais pas 2 filles, enfin, j'ai 2 filles, mais j'ai aussi toutes les autres filles et les autres femmes du monde. Donc c'est donner du sens pour que ça ne se reproduise pas. Je me rappelle être allée, à Paris au mémorial de la Shoah et puis, dans la salle du bas, il y a des gens qui parlent, il y a des interviews. Il y a une des femmes qui a dit cette phrase clé qui pour moi, a fait un écho énorme. Elle dit: «Je ne raconte pas mon histoire, pour parler de moi. Je raconte mon histoire pour que les gens comprennent de quoi les hommes sont capables et pour pouvoir, le comprendre et que ça ne se reproduise pas». C'est exactement mon travail. On ne se souviendra pas dans le temps, on ne se souviendra pas de mon nom, c'est pas moi. Par contre, on se souviendra des solutions, des mécanismes apportés, des réflexions, de: «Ah, et si je relisais ma vie sous cette lumière-là?» Et c'est ça qui est le plus important. C'est pour qu'ensuite on puisse construire ce monde-là, heu il faut qu'on y arrive à vivre dans cette puisqu'on est arrivé à vivre dans une domination totale et dans un écrasement total, qui est je veux dire un schéma, le schéma du mal est un schéma hyper facile. C'est Mhm. hyper facile d'être mauvais. Ouais, et ça doit être super. Il y a des gens qui disent comment ça? Ouais, Mais oui, mais c'est oui. c'est hyper facile. Tac, vas-y, je t'envoie puis alors en France, on est bon. En Allemagne, je sais pas, mais alors en France, tac, une petite réflexion. Tac, un nom. Pas, allez, tiens, ouais, t'as vu celui-là, t'as vu celle-là, la critique, le machin. Moi, je me dis que c'est une habitude parce que finalement, d'être en amour et bienveillant et d'éclairer les autres, c'est aussi une habitude. Enfin, tu vois, Eh c'est ce bien, que tu. Mmh. exactement, c'est exactement ça. C'est tout d'un coup dire: «Ah là là, hop, hop, hop», mais moi, j'ai pas envie de ça et je peux le vivre. C'est une décision et comme le mal est une décision, je décide de attends, avec Ah, tout tu ce vois, que c'est j'ai connu et tout ce mmh. que j'ai analysé, je peux te dire: «Ah, je pourrais mettre sous emprise, je pourrais». Non, c'est une Mmh. décision. C'est exactement ce que j'ai partagé, je ne sais plus si c'était hier ou aujourd'hui. Hem, que ne pas prendre une décision, c'est aussi une décision. C'est-à-dire que quand on accepte, on ne fait pas attention à comment on parle, à ce qu'on dit et puis qu'on finalement on suit le mouvement, bah, finalement c'est une non dé cette non-décision est aussi une décision de participer à on ne sait peut-être même pas à quoi on participe, mais on participe à quelque chose et du coup on peut prendre la décision de, «OK, non, bah, moi je décide d'aller regarder ce qu'il y a chez moi, je décide de me construire une vie, magnifique et je décide de m'autoriser à plus grand, quoi». Mmh. Exactement. Dans la création du monde chez les Maoris en Nouvelle-Zélande, il y a une version donc du ciel et de la terre. La terre est là, le ciel est là, et en fait, ils sont collés l'un contre l'autre. Et ils vont avoir 6 enfants qui vont trouver refuge dans les grottes de la terre. Et ces enfants veulent grandir et ils décident donc de séparer, d'éloigner leur père et leur mère, puisqu'ils n'ont pas de place dans cet amour fusionnel. Et parmi donc les 4 premiers vont, utiliser la terre, l'eau, le feu pour, essayer d'éloigner leur père. Et le cinquième, lui, il veut pas. Il veut pas agir contre eux, mais il dit pas aux autres non plus de ne pas faire. Il ne dit rien. Et le sixième, lui, va réussir, et il va devenir le dieu des forêts. Et si tu veux, à la fin, la mer, donc la terre, va, Papatuanuku, elle s'appelle, va regarder ses enfants et elle va les nommer. Elle va dire: toi, tu as joué avec la terre, tu deviendras le père des racines, ceci. Toi, tu seras là. Toi, tu as joué avec l'eau, tu seras le père, donc le dieu des océans. Toi, tu es le feu. Et quand elle arrive à celui qui n'a pas pris la décision, elle a dit: tu n'as pas pris la décision contre nous, et tu n'as pas pris non plus de positionnement pour nous. Alors tu vas errer et tu vas devenir le dieu des vents et des tempêtes. Tu vas errer entre ton père et ta mère. Et c'est ça aussi, c'est-à-dire que quand tu décides de faire du mal, bon ben voilà, tu sais dans quel clan tu es.
quand tu décides, pas forcément de faire du bien, mais d'être dans le bien ou dans le non-jugement, et cetera. Tu sais, mais il y a tout un endroit de flottement et cet endroit de flottement, eh bien, heu, il ne permet pas l'ancrage et je pense qu'à un moment, il faut décider et c'est très difficile d'aller contre la masse, et et Dieu sait que l'histoire entre la France et l'Allemagne, elle est chargée de ça. Hem, mais, en tous les cas, à l'intérieur, je me rappelle de cette phrase, aussi de je sais plus, quelqu'un avait dit en disant: «Mais, on peut aussi se réjouir du bonheur de quelqu'un. On n'est pas forcé d'en être envieux». Ah ouais, c'est vrai, c'est vrai. Mais comme moi, mes modèles, c'était de la critique, c'était de l'envie, c'était tout le temps, je pensais qu'en fait, bah, c'était ça. Et puis, bah, non, on peut se réjouir du bonheur de quelqu'un. «Oh, il s'en est sorti. Oh, mais c'est génial. Oh, il arrive à faire ça, mais c'est génial». Moi aussi, en cherchant, je peux arriver à réaliser ce que je sens à l'intérieur. C'est ça, se reconnecter à ses ressentis et puis se dire: «OK, si la personne, elle a réussi à faire ça, bah, peut-être que je peux lui demander comment elle a fait, peut-être que je peux apprendre de son chemin» et puis je trouve qu'on est chacun à des endroits différents, on peut être des maîtres, c'est peut-être une un grand mot ou des ouais, on peut emmener quelqu'un quelque part un peu plus loin sur un bout de chemin et puis après, le rôle peut changer, quoi. Oui, on peut être inspirant Ouais. et des fois, c'est des micro choses, hein, qui sont Oui. inspirantes. Bah, Il comme tu parlais tout à l'heure de cette, psychologue qui t'a dit: «C'est pas votre dernier cri». Parfois, c'est juste une phrase, un exact mot ou une réaction de la personne qui fait que c'est ouais, un tremblement de terre, quoi, dans notre vie. et là, on est vraiment dans le ressenti, mais il faut aussi prendre conscience que ces ressentis, donc ils vont être, heu, comme des énergies ou des choses comme ça, vont venir changer ou orienter le physique ou le matériel et ça, on l'a avec les neurosciences et du moment où tu comprends, alors là, c'est absolument impressionnant, comment le cerveau, donc la matière, notre matière va se modeler. Moi, c'est tout mon travail que je faisais avec la terre. Comment notre cerveau est modelé, mais notre corps, et cetera. On parle bien des traces dans l'ADN des traumas. Ouais. Comment les neurosciences nous expliquent les ponts action-réaction, comment le sentiment de la peur vient congeler des parties du cerveau. La peur empêche d'agir. Et du Et c'est moment où tu comprends ces mécanismes-là, tu dis: «Mais» parce que moi, c'est: «Pourquoi je ne suis pas partie? Pourquoi je ne suis pas partie?» Et je cherche psychologiquement une, une raison, mais elle est aussi physique, cette raison. oui, puis c'est ce que tu parlais tout à l'heure, il y a le doute, il y a plein de choses qui viennent se rajouter là et puis qui font partie aussi, soit de notre histoire, soit que ce soit des histoires passées ou de nos ancêtres qu'on a comme héritées ou soit de notre enfance, des constructions qu'on a eues qui font que, quelque part, on a été construit pour vivre ça, quelque part. Et puis, Oui, je pense pour s'en sortir et puis pour apprendre, mais écoute, moi, j'en suis arrivée un petit peu à cette vision-là des choses. Hem, Regarde la nature, que fait donc tu as une plante, une graine qui tombe dans la terre et puis qui va pousser. Et pour qu'elle soit bien plus forte ou qu'elle pas qu'elle pousse plus vite, mais en tous les cas qu'elle soit nourrie et cetera, de quoi on la nourrit? On la nourrit du ah, pourri, on la ah! nourrit d'un fumier, on la nourrit d'un compost, c'est-à-dire de la pourriture, d'une fermentation de. Bon, moi j'en ai eu pas mal de la fermentation, hein, 45 ans à fermenter du pourri Tu et en as même poussé sacrément vite maintenant. mais ce que je ouais, enfin, à un moment, je me dis: «Mais si je prends la tu
vois, on dit rien ne se perd, tout se transforme, rien ne se perd, tout se transforme. On a des filtres de tout, tout est en train de filtrer tout pour repurifier ceci, cela. Donc moi, en tant que matière, donc on va dire humaine, je suis là pour filtrer quoi? Tel animal dans la chaîne alimentaire ou dans la chaîne de l'écosystème naturel, cet animal sert à traiter telle pourriture, qui va être mangé par un autre, qui va être mangé par un autre, qui va être mangé par un autre, qui permet de nourrir. OK. Donc moi, quelle est ma fonction dans ce cercle de la nature? Eh bien, je me dis, ma fonction, elle est peut-être de faire comme l'huître. À Tahiti, on a ces huîtres perlières, c'est-à-dire l'huître, elle prend le grain de sable, elle en fait une perle. Cette perle, tu vois, je l'ai là. Voilà. Donc, quelle est ma fonction à moi? Ah ben, ma fonction, moi, j'étais dans les grades hauts. C'était de filtrer cette énergie de guerre, cette énergie malsaine, cette énergie perverse, pour en donner une beauté, pour en trouver comme la transformer en énergie positive et créatrice artistique. C'est comme ça que je le transforme. Et c'est comme ça que je donne du sens. Alors peut-être que dans 20 ans, tu vois, je dirais non, c'était de la connerie. Au jour d'aujourd'hui, c'est comme ça que je tiens. Je me donne, c'est même pas que je me donne une fonction, c'est que j'ai l'impression de rentrer dans la fonction de ma vie. C'est pas que je donne du sens à ma vie, c'est que je suis rentrée dans le sens de ce qu'est la vie, qui est de transformer le pourri en vertueux, qui ensuite pourrira à son tour et viendra nourrir, etc., etc. C'est comme ça, Dans mon pour expérience l'instant, aussi. que je suis arrivée. À créer cette perle qu'est ce spectacle. Ouais. Dans mon expérience, c'est aussi très, très puissant d'oser dire. Enfin, j'ai pu expérimenter quand j'osais nommer des choses que je vivais, des choses que j'avais vécues. Ça permettait autour de moi, aux personnes, d'oser nommer aussi, ou de se rendre compte et d'oser poser en question, enfin, reposer en question, on dit pas ça trop comme ça, mais et du coup, re-questionner, merci. Et du coup, ouais, parce on est parfois en sécurité dans ce qu'on connaît, même si c'est pas toujours confortable, et d'oser quitter ce qu'on connaît, même si c'est dysfonctionnant, pour quelque chose qu'on ne connaît pas encore, c'est toujours quelque chose de très. Alors, ça, c'est tout à fait. Et puis, ça dépend aussi depuis quand on le vit, mais généralement, hein, il faut vraiment aller explorer l'enfance. Oui. En fait, dans l'enfance, il y a vraiment un encapsulement. Moi, c'est comme ça que je le nomme. On est encapsulé dans un truc, tu vois. Je me vois bien, tu sais, ces capsules rouges et blanches, là. Eh bien, notre matière, on est encapsulé dans certains principes, dans des loyautés, dans ah oui, ma mère a toujours dit ça, mon père m'a toujours dit ça. C'est impressionnant comme on est encapsulé, mais ça peut être en obéissance, donc en loyauté ou en déloyauté, c'est-à-dire ah, ma mère a toujours dit ça, forcément je ne le fais pas. C'est-à-dire on va se construire contre, en réaction à. Et en fait, moi, la vie que j'ai eue, ces 13 ans que j'ai eu de vie avec cet homme donc sur l'île de Pâques, où j'étais complètement, en plus j'étais isolée sur l'île la plus isolée du monde. Je n'avais pas de famille, je parlais une langue qui n'était pas la mienne, etc. Il m'a tellement tabassée, humiliée, que je suis arrivée à l'os de moi-même. Je me rappelle un jour marcher on avait un très grand terrain, marcher dans le terrain, et je me sentais un squelette. Et puis je me suis dit, mais finalement, c'est ce qui me permet aussi de choisir comment je me reconstruis et avec quoi je me reconstruis. Ça, une fois que tu as analysé, mais non, ça en fait, c'était le rêve de ma mère. Ah, ça, c'était les peurs de ma mère. Ah, ça, c'était la folie de mon père. Ça, c'était les ruines et le trauma de mon père. Ça, c'était mon grand-père. C'est pour ça que le transgénérationnel est hyper important. Est-ce que Oui, je suis désolée, pour finir, enfin, parce qu'on pourrait en parler, c'est passionnant, on pourrait parler des heures. oui, Je voudrais juste peut-être pour finir, sur, peut-être qu'est-ce qui toi, tu l'abordes déjà un petit peu, c'est pour ça que je pose la question. oui. Qu'est-ce qui toi t'a permis
de d'oser. Alors, ça a été cet événement où tu as failli mourir, mais autre ça, qu'est-ce qui fait que tu as pu te reconstruire? Où est-ce que tu as trouvé les forces? Ou dans le transgénérationnel? Qu'est-ce qui t'a permis de. Et c'est un chemin, hein, parce qu'on est tous en chemin, mais par exemple, moi, je sais que ça a été dans la beauté, voir la beauté autour de moi, m'entourer. Tu vois, ça m'a permis de me reconstruire. Qu'est-ce qui a pu. Ce qui vient aujourd'hui, en tout cas, parce qu'il y a certainement plein de choses. Mais. Je me rappelle qu'un jour, j'avais reçu une femme, une Française, qui était venue dans mes maisons d'hôtes sur l'île de Pâques. Et cette femme avait dit, Céline, un jour tu partiras de cet homme et tu sauras. Ça sera évident, tu sauras quand est-ce qu'il faut partir. Bon. Et puis bon, ça a été quand même vraiment à 2 secondes près, hein, donc 2 secondes près du cimetière. Donc bon, vraiment, maintenant que j'ai décodé ces choses-là, j'aurais tendance à dire, il ne faut pas attendre, mais c'est malheureusement des choses qu'on vit de l'intérieur. Qu'est-ce qui m'a permis de me reconstruire? Écoute, j'ai tellement d'expériences de comment dire? D'approche limite, vers cette limite de la mort, j'ai, je pense en moi cette énergie de la survie. J'ai quand même 2 filles que je ne voulais absolument pas abandonner au monde des monstres. Je crois véritablement, parce que je le suis à l'intérieur, à cette beauté, à cet amour de l'autre, au non-calcul, à la loyauté complète, au non-jugement. Je dis ça parce que je le sens complètement à l'intérieur et c'est pas ni de la transformation ni quoi, et c'est quelque chose que j'ai toujours senti. Heu et vraiment, je me suis accrochée à ça dans le sens où je voulais pouvoir exister sans me travestir de quelque chose. Et il y a eu, aussi donc dans ces 2 ans où on est resté enfermés sur l'île de Pâques, on a eu donc, des moments assez compliqués au niveau de la nourriture puisqu'on avait un seul avion de ravitaillement par semaine et cetera, puis on n'avait plus d'argent. Et je me rappelle, que je suis arrivée dans un terrain où il y avait, notamment des bananes, beaucoup de bananiers et de manguiers et d'avocatiers. Et on est arrivé, la période des mangues était passée et cetera. Et puis arrive donc le 8 mars, et ce matin-là, alors grosse déprime moi, hein, le 8 mars, il faut savoir qu'il y a une grosse déprime. Le 31 décembre et le 8 mars, moi c'est pouf, je plonge. Et donc je pars très tôt le matin, je pars marcher dans ce terrain et au moment où j'arrive, là où il y a les manguiers, des mangues partout par terre. Les dernières mangues étaient tombées dans la nuit ou quoi. Et je me dis: «C'est dingue». On abîme cette planète, on l'abîme, on lui fait un mal fou et elle donne encore, elle donne, elle continue à donner. Et je me suis dit: «En fait, ça c'est mon histoire». C'est-à-dire, c'est pas, si on te donne une gifle, tends l'autre, hein. Non, non, c'est pas ça a rien à voir. C'est pas ça. C'est que, il faut donner parce qu'on on génère nous-mêmes cette lumière-là. On la génère nous-mêmes. Cette abondance, elle est parce on est des méga moteurs, de méga puissance et cetera. Et je crois qu'effectivement, oui, la beauté, vraiment la beauté que l'on peut voir dans ce que va faire cette nature toute seule, pas dans la beauté de cette destruction des hommes qui est dans cette domination de la nature. Il faut vraiment comprendre comment le système de la domination de la nature et donc la domination dans les circulations des villes, etc., c'est la même chose que la domination du masculin, enfin, on va dire du patriarcat sur les femmes. Hein. C'est les mêmes principes. Même principe d'exploitation et même principe que le capitalisme.
eh bien, et que l'esclavage et le colonialisme, hein, tous c'est les mêmes principes. Eh bien, effectivement, ne pas être dans un rapport commercial à la chose, mais dans un rapport de beauté. Et c'est pour ça que c'est si complexe le rapport à l'art, parce que il te donne, et c'est comme la nature, quelque chose qui n'est pas calculable, Mmh. qui est de l'ordre du ressenti. Et effectivement, se laisser pénétrer par ce ressenti, heu et vouloir n'être que ça, c'est l'une des choses effectivement qui me permet de dire, ah, bien sûr qu'il va falloir, vivre, donc payer pour ce spectacle, ou même moi je paye les gens avec qui je travaille, mais ça c'est parce qu'on est dans ce monde-là. Mais en fait, ça va bien au-delà parce qu'on est au niveau du désir de vie, et cette beauté et le désir de vie n'est absolument pas, heu, quantifiable, monnayable, et échappe à ce monde du capitalisme, à ce monde concret de l'argent. Et moi, je suis totalement libre maintenant là-dessus, et effectivement, ce qui m'a permis, c'est d'arriver à la grâce. C'est même pas c'est la grâce qu'il y a quand on est face à cette beauté, et c'est ça que je veux atteindre dans le spectacle. C'est ça que je veux atteindre dans cette relation au monde, dans cette relation aux gens, et c'est ce que j'essaye vraiment d'offrir à mes filles. C'est-à-dire, même si on n'a rien, tant qu'on a nous, eh bien on a tout. Merci. Merci beaucoup, Voilà Céline, ce pour qui ce temps m'inspire ensemble. là, tu vois, avec ta question. Oui, et puis c'est sûr que si on va enregistrer dans 1 heure ou demain, il y a tellement le monde et nous, on est tellement vaste qu'il y a plein de façons de répondre. Mais en tout cas, merci pour ce partage. Si vous voulez retrouver Céline, je vous mets tous les contacts pour la suivre en dessous Oui, du podcast. Le 8 mars, du coup, 2025, cette fois, elle est à Berlin pour la première de son spectacle. Vous pouvez nous oui, retrouver là aussi. Et puis, sinon, toutes les autres dates, on les mettra en dessous. oui, et puis on mettra le lieu. Je ne me rappelle plus Oui. du nom du théâtre. C'est un théâtre de 80 places. Et puis l'horaire surtout, je ne sais pas encore à quelle heure on va le faire, mais on le mettra dans le… On mettra tous les liens, puis je mettrai tes liens, c'est-à-dire que comme ça, vous pouvez aller aussi rechercher, voilà, ou les choses en France aussi, et puis les autres dates, et voilà. Et Exactement. Et puis ouais, échanger tout ça. c'est ça. Du coup, tous les contacts sont en dessous pour échanger avec Céline, pour échanger avec moi. Si vous avez aimé cet épisode, je vous encourage à le liker, à vous abonner à la chaîne, à le partager autour de vous pour répandre la nouvelle et libérer la parole autour de vous aussi. Ouais. Voilà. Merci beaucoup d'avoir été là et puis au plaisir du prochain épisode. Merci, merci beaucoup.